Le prince Philippe, le conjoint de l'une des femmes les plus célèbres de la planète. Il est l'homme de tous les superlatifs. Une longévité inégalée pour un prince consort, en âge, en années de service et de mariage. Les princes consorts, des hommes de l'ombre, souvent indispensables. Sans rôle officiel, redevables à leurs épouses, ils sont soumis à leur souveraine. Comment ces hommes vivent-ils leur rôle à l'ombre de la couronne ? « 2 août 2017. Un vent de tristesse parcourt le royaume d'Angleterre. À l'âge de 96 ans, le prince Philippe vient d'annoncer sa retraite après 70 années passées au service de la couronne et du royaume. La dernière sortie officielle de Philippe a été mémorable. C'était lors d'une parade des Royal Marines, un corps dont il a été le capitaine général pendant des décennies. Cela a été un moment très poignant, aussi bien pour le peuple britannique que pour la famille royale. Personne n'arrivait à croire qu'il prenait sa retraite. À l'âge de 96 ans, la majorité des Britanniques partent à la retraite autour de 60 ans. C'est durant ce moment très émouvant que les gens ont commencé à saisir l'ampleur de la contribution de Philippe à la vie publique britannique. Le mari de la reine Élisabeth II n'a jamais eu de fonction clairement définie. Constitutionnellement, je n'existe pas, disait-il au sujet de son statut. Philippe a pourtant à son actif 22 000 rendez-vous en solo, 5 500 discours et plus de 600 voyages à l'étranger. Toujours avec la même dignité. À sa dernière sortie officielle, il se présente sous une pluie battante devant le palais de Buckingham. Il a renoncé à l'uniforme. Lui-même a été longtemps soldat de la marine au sein de la Royal Navy. Philippe est né prince de Grèce et de Danemark. Son père était membre de la famille royale grecque. Sa mère, une princesse Battenberg allemande. En Grande-Bretagne, les Battenberg s'appellent Mountbatten. Philippe est encore jeune quand le destin l'envoie en Grande-Bretagne. Il suit une école d'officier à l'Académie de marine de Dartmouth. Il en sort major de sa promotion. Et c'est là, en 1939, que Philippe fait la rencontre qui va changer le cours de sa vie. Le roi George VI et son épouse sont en visite dans cette école d'élite. Ils sont accompagnés de leurs 2 filles, Élisabeth, 13 ans, et Margaret, sa jeune sœur. Philippe, 18 ans, s'occupe personnellement des 2 jeunes princesses. Ça a été un moment clé pour lui. Philippe avait un côté un peu hâbleur. C'était un grand blond, un viking, capable de sauter par-dessus le filet au tennis, et qui racontait plein d'histoires absolument passionnantes. La fuite de Grèce. Il est encore bébé quand on le cache dans un cajot de mandarines. Des histoires de sa famille en Yougoslavie, en Russie, partout. Élisabeth était subjuguée. Elle l'écoutait et le regardait, flegmatique et imperturbable. Mais pendant ce temps, Cupidon décochait ses flèches. Il était le genre de gaillard qui lui plaisait. Un aventurier et un téméraire, pas un blanc-bec de la haute, comme tous ces courtisans poudrés de la cour royale. Un cadet fringant, qui n'hésitera pas à montrer ses muscles au moment où les princesses prennent congé. L'autorisation est donnée justement aux cadets, là, aux marins de suivre le bateau, mais de souquer très très vite, de ramer le plus vite possible pour essayer de rattraper le yacht qui forcément va plus vite, puisque c'est un yacht à moteur et eux, les pauvres, ils sont en train de ramer. Et en fait, lui, il rame comme un fou, en fait, comme si sa vie en dépendait, pour justement accrocher le regard d'Élisabeth. Élisabeth, elle est sur le pont du bateau, elle a ses jumelles, elle le regarde, elle n'oubliera jamais cette image. Pour Élisabeth, c'est le coup de foudre. Des photos, des lettres et des visites permettent aux 2 amoureux de surmonter les années de guerre.
7 ans après leur première rencontre, Philippe sollicite la main d'Élisabeth. Et en novembre 1947, le lieutenant Philip Mountbatten et l'héritière de la couronne britannique se marient. La veille de la cérémonie, Philippe réfléchit avec ses proches aux conséquences de ce mariage. Et il déclare « Am I being very brave or very foolish ?» Suis-je particulièrement courageux ou particulièrement stupide? Il porte désormais le titre de duc d'Édimbourg, mais pas celui de prince de Grande-Bretagne. La cour était très dédaigneuse de cet étranger venu de Grèce et dont la famille était en plus d'origine allemande. Un réfugié, sans le sou, anglais par naturalisation, qui devient l'époux de la future reine. Pour les gens de la cour, il représentait un danger. Ce mariage était un véritable scandale. Il craignait qu'il ne mette les pieds dans le plat, ce qu'il a d'ailleurs fait très souvent. Il pensait que le prince Philippe allait être difficile à gérer. On ne pouvait pas faire confiance à un officier de marine, coureur de jupons, sauf pour manquer de tact. Ils ne voyaient pas ce mariage durer. Pour eux, il n'était qu'un abruti prétentieux, un fier à bras maladroit et fanfaron. Loin de la cour, Philippe fait carrière dans la Royal Navy. En 1949, il reçoit son premier commandement à la tête de la frégate HMS Magpie, stationnée à Malte, alors colonie de la couronne britannique. À Malte, Philippe et Élisabeth passent plusieurs années dans une certaine insouciance. Leur vie privée est plutôt paisible. Élisabeth met provisoirement son rôle d'héritière du trône entre parenthèses. Sur ordre du roi, le couple effectue plusieurs visites officielles à travers le monde. En février 1952, ils sont au Kenya. C'est là-bas qu'ils apprennent la mort du roi George VI, à l'âge de 56 ans. Les témoins de cet épisode ont dit que durant le vol de retour, la reine a été d'un calme olympien. D'une certaine manière, elle s'était préparée à cet instant toute sa vie. Lui était bouleversé, pas tant par la perte de son beau-père, même s'il appréciait George VI, mais par celle de sa vie privée, qui venait de lui être confisquée. Il savait qu'il avait tout perdu. Du jour au lendemain, leur vie bascule. Élisabeth devient reine. Philippe, lui, reste son conjoint. Dorénavant, il devra renoncer à tout ce qui comptait dans sa vie personnelle. Il avait tout pour devenir amiral. Il possédait de vraies qualités de meneur d'hommes. Mais à l'âge de 30 ans, il apprend la mort du roi, son beau-père. Et il comprend instantanément que ses rêves de carrière sont terminés. Dorénavant, il marchera 3 pas derrière la reine. Et il renoncera à tout ce qui a fait sa vie jusque-là. A Queen is Crowned illustre la grandeur mais aussi la singularité du nouveau rôle d'Élisabeth. Ce document historique retrace les festivités du couronnement, commenté par le célèbre acteur Laurence Olivier. La cérémonie, retransmise en direct, obéit à une tradition millénaire. Dans le monde entier, 300 millions de téléspectateurs assistent à la prestation du serment d'allégeance de Philippe. Il sera désormais le vassal et le serviteur de sa femme, la reine. On était au début des années 50. Le schéma classique au Royaume-Uni et dans le reste du monde, c'était les femmes au foyer s'occupent de la famille, tandis que les hommes sont à la barre et font bouillir la marmite. C'était un homme au sommet de sa carrière, destiné aux plus hautes sphères de la marine, par ses propres mérites. Dans ce monde de mâles dominants, ça n'a pas été simple pour Philippe de renoncer à cette carrière et de jouer pour le restant de ses jours les seconds rôles auprès de sa femme. Les princes consorts sont rares. Le plus souvent, ce sont les hommes qui portent la couronne. Certains ont épousé des reines pour agrandir leur propre royaume. Mais l'un d'entre eux
a tout fait pour aider son épouse à devenir une meilleure souveraine. Le prince Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Ses qualités, ses vertus et sa loyauté à l'égard de sa femme font de lui le prince consort par excellence. Pour le plus grand bonheur de son épouse, la légendaire reine Victoria. La reine Victoria était obstinée, facétieuse, une adolescente sexy. Elle a très vite compris qu'elle pouvait s'amuser autant qu'elle le souhaitait et épouser qui bon lui semblait. La seule fois où elle avait rencontré Albert, elle l'avait trouvé un tantinet barbant et pudibond. Mais la chose extraordinaire, c'est qu'à leur deuxième rencontre, elle est tombée follement amoureuse de lui, physiquement. Elle le trouvait extrêmement séduisant. À tel point que dans les très belles lettres qu'il a envoyées chez lui en Allemagne, il écrivait « Elle est trop passionnée pour moi ». Après cette deuxième rencontre, en octobre 1839, la jeune reine écrit dans son journal « Albert est extrêmement beau, de beaux yeux, une belle bouche, des épaules larges, des hanches minces. Mon cœur se languit de lui. » Elle l'appelle son ange divin. Et 4 jours plus tard, elle le demande en mariage. Aujourd'hui encore, l'histoire d'amour entre la femme la plus puissante de son temps et son prince consort fascine le monde, et notamment les cinéastes. Mais le mariage ne sera pas toujours harmonieux. Albert! La disparité de pouvoir est source de conflits. Albert, misch dich nicht in meine Kindererziehung ein. Ja, wer denn sonst? Du hast ja kaum noch Zeit für unsere Kinder. Impertinent! Du wagst es so, mit deiner Königin zu sprechen? Schrei mich nur weiter an. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich nach der Stille in Coburg sehne. Très vite, il va vouloir trouver son rayon d'action, son champ d'action, en disant, voilà, moi je veux être présent dans tel et tel et tel dossier, je veux exister, je veux qu'on m'écoute, mais il était assez intelligent pour comprendre que la monarchie a besoin d'un symbole. Et le symbole d'une monarchie, c'est le souverain, ou la souveraine. En l'occurrence, là, c'est une femme. Donc, il n'avait pas à passer avant elle. Ça aurait été une erreur. Ça aurait été une erreur monarchique, mais ça aurait aussi été une erreur politique. Derrière les murs du palais, Albert gagne peu à peu en influence. À cette époque, l'image de la famille royale est désastreuse. Il est urgent de la réformer. Avant l'accession au trône de Victoria, le prestige de la monarchie était au plus bas. Georges IV et Guillaume IV, les fils de Georges III, vivaient de manière très extravagante. La vie de la cour se déroulait dans un parfum de scandale permanent. Ils menaient une existence de débauche, de luxe et d'oisiveté, avec des amourettes toutes plus scandaleuses les unes que les autres. Le peuple ne ressentait plus aucune proximité avec cette monarchie, c'est le moins que l'on puisse dire. Ces gens-là n'étaient bons à rien. Le rayonnement de la monarchie était sur le point de s'éteindre. Il était plus que temps que cette institution vieille de 900 ans retrouve sa place dans le cœur des Britanniques. Et dans ce contexte, Albert a parfaitement joué son rôle. Albert endosse le costume de l'observateur, de celui qui conseille son épouse dans ses décisions. 9 grossesses empêcheront temporairement Victoria d'exercer ses fonctions officielles durant son règne. Albert prendra le relais. 2 ans déjà après leur mariage, Victoria et lui forment une équipe. Mais très vite, la cour et l'aristocratie soupçonnent Albert de vouloir transformer profondément la monarchie britannique. Les membres de la cour anglaise partageaient le même sentiment de haine envers le prince Albert. Ils l'exécraient. Il avait un côté je sais tout. Dès son arrivée à la cour, ce jeune Allemand de 19-20 ans s'imaginait qu'il en savait plus qu'eux. Sur la bonne gestion du palais de Buckingham, du château de Windsor, des fermes et des domaines. Et le plus agaçant, c'est qu'il était effectivement plus compétent qu'eux. On le surnomme avec condescendance le prince Pumpernickel de la province allemande. Cobourg, dans la région bavaroise de Haute-Franconie. Depuis le XVIe siècle, Cobourg est la ville de résidence des ducs de Saxe-Cobourg, une lignée secondaire et désargentée des Wettin de Saxe. Albert a grandi dans ce drôle de petit duché au milieu de nulle part, comme le surnomme la cour britannique.
Il a été élevé sans sa mère, car son père, Ernest Ier de Saxe-Cobourg, était un coureur de jupons invétéré et avait répudié son épouse pour cause d'adultère, alors qu'en fait, c'est lui qui aurait dû être poursuivi pour ses infidélités répétées. Albert et son frère Ernest ont donc grandi sous l'autorité du baron Florschütz. Ça signifie que dès son plus jeune âge, il sera élevé dans la conscience de son prestige, de ses devoirs et de son rôle d'exemple moral. Et il continuera sur cette voie une fois arrivé en Angleterre. Le credo d'Albert, la monarchie doit se situer au-dessus des partis. Il suggère à la reine et à sa famille de faire preuve de conscience sociale et de s'impliquer en faveur du progrès technique et de l'ouverture culturelle. Albert parvient ainsi à redorer le blason terni de la monarchie. Le prince de Haute-Franconie sera une véritable chance pour les Britanniques. Un siècle plus tard, un autre aristocrate allemand fait à son tour la une des journaux. Dans les années 1960, les Néerlandais s'interrogent sur le choix matrimonial de leur princesse héritière. En 1965, la presse a publié des photos de paparazzi montrant la princesse héritière Béatrix en compagnie d'un jeune inconnu. La première réaction de Jokals, Premier ministre de l'époque, a été de dire « pourvu que ce ne soit pas un Allemand ». Or, il était bel et bien allemand. Klaus von Amsberg, un diplomate. Il a grandi entre le Mecklembourg et la Tanzanie. En 1938, il a 12 ans quand sa famille revient vivre en Allemagne. À 16 ans, il s'engage comme canonnier anti-aérien. Vers la fin de la guerre, à l'âge de 18 ans, il est enrôlé dans la Wehrmacht, puis est fait prisonnier par les Américains. Une commission de dénazification le blanchit de toute compromission avec le régime hitlérien. Un rapport d'enquête demandé par le gouvernement néerlandais parvient à la même conclusion. Mais cela ne suffit pas pour apaiser les détracteurs. Les Néerlandais avaient énormément souffert de l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une forme de haine. Tout ce qui était allemand était farouchement rejeté. Ce n'était que 20 ans après la guerre. C'était une déception terrible. Comment peut-elle fréquenter un Allemand qui, en plus, a servi dans la Wehrmacht? C'est inimaginable. Mais entre Béatrix et Klaus, c'est sérieux. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn. Naar wat in het recente verleden gebeurd is. Klaus tente d'apaiser les esprits en néerlandais. Maar ik zal mijn best doen en proberen uw vertrouwen te gewinnen. On voyait qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Et Béatrix n'a jamais laissé le moindre doute quant au fait qu'elle l'épouserait. Béatrix a toujours été très sûre d'elle, et à la télévision, ça se voyait parfaitement. Et il a bien fallu s'en accommoder, car elle n'aurait pas changé d'avis. Elle a mis tout le monde devant le fait accompli. Son prénom posait également problème. Il s'appelait Klaus. Le gouvernement estimait que c'était un prénom trop allemand et que Prince Klaus, ça n'était pas possible. Et ils ont proposé de le faire appeler Nicolas, qui est plus courant aux Pays-Bas. Mais le couple a dit non, il continuera à s'appeler Klaus. Et à un moment, quelqu'un s'est souvenu que dans la province de Zélande, il y avait un village appelé Klauskinder. Donc Klaus était possible en néerlandais. C'est pour cela qu'il s'appelle Prince Klaus. Sinon, il se serait appelé Nicolas. Pourtant, le 10 mars 1966, alors que le carrosse nuptial parcourt les rues d'Amsterdam, les mariés entendent des cris. « Klaus dégage !» scandent certains badauds. Des émeutiers se sont mêlés à la foule des curieux. Amsterdam est une ville très libre. Il y a un courant anarchiste qui s'est beaucoup développé, des forces de gauche très présentes qui voient en fait ça comme un mariage, on va dire les choses comme elles sont, la princesse épouse un nazi. Donc forcément, il y a des manifestations et on essaye vraiment
certaines personnes essayent vraiment de saboter le mariage. Des fumigènes explosent au passage du cortège, dont un à proximité immédiate du carrosse. Des affrontements s'engagent. Quelques fanatiques sectionnent des câbles de télévision pour empêcher la retransmission du mariage. Et ça va être un coup dur pour Klaus, parce qu'il est amoureux, sincèrement, et il est plein de bonne volonté. Et c'est un homme très intelligent, et on l'accuse de choses dont il n'est pas coupable. Mais Béatrix et Klaus défient les sentiments anti-allemands. Et Klaus mettra un point d'honneur à être un bon néerlandais. Un an plus tard, il a voulu participer à la célèbre marche de 4 jours de Nijmegen. C'est une marche de 200 km sur 4 jours. Il faut être bien préparé pour la faire. Klaus a tenu à y participer. Ses conseillers lui ont dit « Pardon, Votre Altesse, mais ça ne va pas être possible car vous risquez de ne pas y arriver. C'est une marche de 200 km. Vous ne pourrez pas vous retirer au bout de 100 km parce que vous êtes fatigué. Il faudra aller au terme. » Et Klaus a dit « J'irai au bout. » La marche de Nijmegen a été créée en 1909. Elle est aujourd'hui la plus grande épreuve de marche à pied du monde. Et en 1967, le prince Klaus est de la partie. We zijn even in de gelegenheid om ook met wandelaar nummer 203 een praatje te maken over zijn belevenissen. Hoogheid, hoe is het u bevallen? Uitstekend. Et il est arrivé au terme de cette marche de 4 jours. Sur la ligne d'arrivée, Béatrix était fière comme elle ne l'avait jamais été. Et depuis, les gens l'adorent. Aujourd'hui, il fait partie de notre pays. Les Néerlandais s'intéressent de près au bonheur de la famille royale d'Orange. Le couple donne naissance à 3 fils, dont Klaus s'occupe avec dévouement. Avant le couronnement de Béatrix, la jeune famille s'installe au château de Drakenstein, où elle mène une vie simple, à l'écart du monde politique. Klaus est un père de famille modèle. Il était le contraire de l'image que les Néerlandais avaient des Allemands. Dans tous les domaines. Klaus était un être extrêmement calme et doux. C'était un intellectuel, très érudit. Et il avait aussi, ça a eu de l'importance, une certaine forme de gaucherie qui lui a valu énormément de sympathie. Et cela a rejailli sur la monarchie. Klaus est bientôt élu l'homme le plus sympathique des Pays-Bas. Son influence sur la jeune princesse héritière Béatrix est appréciée par le peuple néerlandais, mais aussi par sa belle-mère, la reine Juliana. Politiquement, ils avaient les mêmes points de vue. On a tendance à considérer que les familles royales sont conservatrices, voire réactionnaires. Mais Béatrix et Klaus étaient plutôt des progressistes de gauche. Klaus peut-être encore plus que Béatrix. Certains le surnommaient le prince rouge, et c'était partiellement justifié. Après des études de droit, Klaus von Habsburg choisit de rejoindre les services diplomatiques de la République fédérale d'Allemagne. Sa carrière évolue rapidement. Il est nommé ambassadeur d'Allemagne adjoint en République de Côte d'Ivoire et s'impose comme un spécialiste des affaires africaines. En tant que conjoint de Béatrix, il s'impliquera dans la politique d'aide au développement menée par les Pays-Bas. Préoccupé par le sort des populations lointaines, il œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. La marge de manœuvre d'un membre de la famille royale est quasi nulle. Mais Klaus veut faire bouger les lignes. Il est parvenu à faire évoluer certaines choses. Grâce à lui, les Pays-Bas ne se contentaient plus d'apporter de l'aide matérielle aux peuples en difficulté. Il leur apprenait également à subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Il avait de l'expérience dans ce domaine. Il savait de quoi il parlait, et c'est pour cela que les gens l'écoutaient. Des qualités qui n'échappent pas au milieu politique. En 1970, Klaus est nommé président du Comité national pour la stratégie de développement. Il devient la figure de proue de la politique néerlandaise de développement.
À cet égard, il est amusant de noter que ceux qui lui reprochaient le plus violemment ses origines allemandes sont devenus très rapidement ses soutiens les plus fervents. En 1973, le Premier ministre Joop den Uyl, qui a composé le gouvernement le plus à gauche de l'histoire des Pays-Bas, aurait déclaré « Si je pouvais, je nommerais Klaus aux affaires étrangères ». Il influe sur la politique de développement, d'autant qu'il n'hésite jamais à dire ouvertement ce qu'il pense et à émettre des recommandations. Mais il s'aventure en terrain dangereux. En effet, il récolte des éloges et des lauriers que les politiques aiment tant revendiquer pour eux-mêmes. En 1974, ses fonctions lui sont retirées. Pour Klaus, ça a été un coup terrible dont il ne s'est jamais totalement remis. Plus tard, il a été nommé conseiller du ministre du Développement, mais il ne pouvait plus prendre d'initiative personnelle. Et il disait lui-même « Je ne suis plus que la 5e roue du carrosse ». En 1980, Beatrix succède à sa mère sur le trône des Pays-Bas. Ik besef hoe gelukkig ik ben dat naast mij mijn man staat, die mij steunt, aanvult en corrigeert. Zijn talenten zal hij blijven geven aan zijn vrienden. Soutenir, compléter, corriger. Klaus, le conjoint de la reine, œuvre à présent dans l'ombre de sa femme. Et ses conseils s'avèrent précieux. Dans les années 1980, de nombreux Néerlandais ont une mauvaise opinion de la monarchie. Béatrix est une femme énergique. Elle voulait réformer la monarchie de fond en comble, la professionnaliser et lui donner une véritable influence politique. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée au bout de tout ce que la Constitution lui permettait de faire. Klaus a toujours été son principal conseiller, celui avec qui elle pouvait discuter de tout. Il était parfaitement loyal. Son souhait le plus cher était que Béatrix réussisse. Et c'est justement pour cette raison qu'il lui arrivait de la critiquer. Avec énergie et les conseils avisés de Klaus, Béatrix parvient en quelques années à restaurer l'image de la monarchie. Elle hérite même du surnom de PDG des Pays-Bas. Elle exerce ses fonctions au palais Noordeinde, à La Haye. Une fois par semaine, elle consulte son équipe de conseillers, au sein de laquelle le prince Klaus tient un rôle privilégié. C'est également lui qui tempérait la reine Béatrix quand elle allait un peu trop loin. Son ami Huub Oosterhuis a témoigné d'une conversation où Béatrix était montée sur ses grands chevaux, comme il lui arrivait de le faire. Elle avait une personnalité très dominante. Et 2 petits mots de la part de Klaus avaient suffi à la modérer et à la faire baisser d'un ton. Il lui avait simplement dit « Chérie, chérie », et ça avait suffi. La diplomatie est un métier, la représentation également. Le conjoint de la reine est régulièrement convié à des cérémonies officielles. Pour Klaus, c'est à chaque fois une épreuve. Pour un esprit cosmopolite et libre penseur, le monde de la cour peut sembler bien étriqué. Et donc, Klaus, c'est pas son truc, le protocole. C'est pas comme Philippe d'Angleterre, c'est pas quelqu'un qui est très ambitieux dans le sens, je dirais, un peu snob du terme. C'est pas un snob. Lui, il veut vraiment... En fait, c'est un parfait honnête homme. Il a envie vraiment de renvoyer l'image de son travail. De comme ça, pas mal alors, pas souvent des souverains, mais des conjoints de souverains qui sombrent dans une dépression parce que le rôle est ingrat. Forcément, il y a pire. Hein, forcément, être reine ou être prince consort, il y a pire sur Terre, on est bien d'accord. Mais quand on veut faire quelque chose de sa vie et qu'on veut montrer qu'on est utile, c'est important, être utile, et qu'en fait, on ne vous donne pas la possibilité de l'être, ça doit devenir assez insupportable. Madame brandit le sceptre, Monsieur joue les seconds rôles. Pour un homme qui rêve d'une carrière personnelle, c'est loin d'être une évidence. Depuis l'accession au trône de son épouse,
Philippe se retrouve sur la touche. Habitué à donner des ordres, il n'a aujourd'hui plus rien à dire. La crise conjugale semble inévitable. Elle culmine avec une dispute sur le nom de famille des enfants, car ceux-ci ne pourront pas s'appeler Mountbatten. Ainsi en a décidé la maison royale. En Grande-Bretagne, c'est la dynastie des Windsor qui règne. Philippe s'indigne. « Je ne suis qu'une fichue amie ici, je ne sers qu'à la procréation des héritiers. » En 1956, il décide de prendre du recul par rapport à sa famille et à la cour. À bord du Britannia, il se rend dans les contrées les plus reculées du Commonwealth, la Nouvelle-Guinée, le Sri Lanka, l'Antarctique. Il sera absent 4 mois et manquera même Noël. Il a besoin de temps pour réfléchir. Philippe a toujours été un aventurier. En embarquant sur le Britannia, il a pu consacrer quelques mois à bien réfléchir au rôle qu'il pourrait jouer à son retour. Ce temps de la réflexion lui a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fin de compte, il en est revenu avec une vision très claire du prince consort qu'il voulait être, à la fois utile et efficace. Et c'est ce qu'il n'a cessé d'être depuis. Élisabeth se montre conciliante. Philippe ne sera plus uniquement duc d'Édimbourg. Elle le fait prince de Grande-Bretagne. Après Charles et Anne, 2 nouveaux enfants viennent couronner le bonheur familial. Andrew, né en 1960, et Édouard, né en 1964. Un compromis met fin à la discorde au sujet du nom de famille. Les descendants d'Élisabeth et de Philippe s'appelleront Mountbatten-Windsor. En privé, elle lui accordait même volontiers une forme de préséance. Il pouvait par exemple se permettre, à portée de voix du personnel, de taper du poing sur la table et de dire « Qui est-ce qui commande ici ? C'est moi !» Et elle le laissait faire. En voiture, c'était un conducteur plutôt téméraire. Quand il roulait trop sportivement à son goût à elle et qu'elle laissait échapper un soupir effrayé, il n'hésitait pas à la reprendre et à lui dire « Si tu continues de t'énerver, je m'arrête à la première occasion pour te débarquer et tu rentreras à la maison par tes propres moyens. » Ce dialogue a été rapporté par un tiers qui se trouvait dans la voiture. Cela démontre que la reine était une femme patiente, qui savait donner à son mari l'occasion d'exprimer son tempérament. La reine confie à son mari l'éducation des enfants ainsi que l'administration de ses propriétés privées et de ses terres. Mais malgré cela, Philippe n'a pas de rôle officiel. Il a dû se trouver une autre occupation. Le prince Philippe a toujours fait preuve de compassion et d'empathie, en particulier envers les enfants et les adolescents seuls et malheureux, comme il l'avait été lui-même. Des milliers de jeunes gens ont été récipiendaires du prix international du duc d'Édimbourg, ce qui leur a permis de mieux se découvrir eux-mêmes. En 1956, Philippe crée le Prix international du duc d'Édimbourg, un programme de développement personnel pour la jeunesse. Son idée était d'inciter les jeunes gens à ne pas se laisser aller à l'oisiveté et à tenter de se construire une vie en fonction de leur personnalité et de leurs aptitudes. Il a été une sorte de mentor pour la jeune génération. Mais le credo de Philippe, « Tu es capable de plus que ce que tu penses », n'est que peu apprécié par ses propres enfants. Charles, notamment, se sent souvent incompris par son père. Un jour, Charles a décrit son père comme un homme qui rechignait à montrer ses émotions. Une critique que Philippe a aussitôt réfutée en disant « Je ne veux pas qu'on dise ça de moi. Charles est un romantique, je suis un pragmatique. Et quand, en tant que pragmatique, je vois les choses d'un autre œil que Charles, on dit que je suis arrogant et sans cœur. Et ce n'est pas vrai, ils ont des caractères différents. Il est plus nuancé qu'il n'y paraît, mais c'est un combattant. Il est habitué à la dureté. C'est la faiblesse de la génération de Philippe et d'Élisabeth, car de ce point de vue, elle est comme lui.
Elle ne s'est jamais occupée des crises de ses enfants, à aucun moment. L'idylle familiale s'affiche devant les caméras. Les Mountbatten Windsor lèvent une part de voile sur leur vie privée. Une initiative de Philippe. La maison royale doit être plus accessible, dit-il, et ne pas se résumer à des personnages unidimensionnels. Le prince Philippe a su redéfinir la monarchie. Il avait compris que si on voulait que la famille royale actuelle soit populaire, il fallait qu'elle crée un sentiment de proximité avec le public britannique. Son approche s'est révélée tout à fait judicieuse. Une royauté plus proche du peuple. L'idée de Philippe s'est aujourd'hui banalisée. Dans les années 1970, il introduit les walkabouts. Lors d'apparitions publiques, la famille royale va à la rencontre des badauds. Un siècle plus tôt, le prince Albert a su, lui aussi, mettre en scène la famille royale pour l'ouvrir davantage au grand public. Son objectif ? Faire de la monarchie le curseur moral de la classe moyenne émergente des années 1850. Et pour cela, il utilise les médias de son temps. Dans les studios photos du palais, la famille royale présente une image unie et harmonieuse. Ces photos sont ensuite massivement diffusées parmi la population. Ils ressemblent à des gens issus de la classe moyenne supérieure. Personne ne se serait aventuré à prendre comme modèle Georges IV, le prince régent, à moins d'avoir complètement perdu l'esprit. Et dans ce cas, il serait mort de boulimie ou de syphilis, comme le faisait ce genre d'individu. Tandis que le prince Albert se considérait, en toute vanité, comme un modèle, comme une personne bonne et morale. Le problème, c'est que c'est très difficile de prendre la suite. Quand on regarde la royauté britannique d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les enfants et les petits-enfants de la reine aient un comportement irréprochable. Aujourd'hui, la notoriété de la monarchie repose notamment sur le merchandising de la famille royale. Le prince Albert a réalisé de grandes choses. Il a restructuré des quartiers urbains entiers. Sous le règne de Victoria, l'Angleterre devient la première nation industrialisée. Albert est sensible à la détresse sociale des ouvriers et des travailleurs, et il décide de s'attaquer aux problèmes. Il met en œuvre plusieurs programmes d'éducation et lance la construction de logements sociaux dotés de l'eau courante et d'un nouveau système de canalisation. Il considérait qu'il était de son devoir de se rendre utile, et il ne s'arrêtait jamais. Ça devait être exténuant pour son entourage, en particulier pour la reine Victoria. Il parcourait sans cesse le pays et descendait toujours à l'hôtel de la gare de l'endroit où il se trouvait. Il rencontrait les patrons d'usine, mais aussi les ouvriers. Tout le monde le connaissait. Il a été le témoin de l'ambiance si particulière qui régnait en Angleterre à cette époque, c'est-à-dire durant la vingtaine d'années avant que l'Allemagne ne dépasse l'Angleterre sur le plan technologique. C'était l'époque du chemin de fer, des usines, de toutes sortes d'inventions ingénieuses. Albert s'intéresse aux défavorisés comme aucun représentant de la couronne ne l'avait fait avant lui. L'engagement des membres de la famille royale pour des œuvres de charité date de son époque. L'un des membres de la famille les plus engagés de cette monarchie sociale initiée par Albert n'est autre que le prince Philippe, avec près de 800 patronages. Aucun membre de la famille royale britannique ne pense vraiment suivre les traces du prince Albert. Mais son ombre, son fantôme, plane un peu au-dessus d'eux. Et ils se demandent forcément s'ils sont à sa hauteur. Je suis persuadé que le prince Philippe y pense. Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Il m'a dit « Je suis étonné que vous ayez le temps d'écrire autant de livres. Quel sera le sujet du prochain ?» Je lui ai répondu que ce serait le prince Albert. Et il s'est exclamé « Bon Dieu, pas encore un satané livre sur le prince Albert !» Et il a tourné les talons. Albert de Saxe-Cobourg et Gotha. Dans l'ombre de la couronne, aucun homme n'aura induit autant de changements dans les domaines sociaux et artistiques. En 1857, après 17 ans de mariage, Victoria le fait prince consort. En un millénaire d'histoire de la monarchie britannique, Albert est le seul époux royal à porter officiellement ce titre. 4 ans plus tard, il décède à l'âge de 42 ans. Il n'aura été que peu honoré de son vivant.
Les gens n'aiment pas que le bureau d'un co-régent, d'un prince consort, se transforme en chaire depuis laquelle on prêche les avantages de la culture et des réalisations allemandes. C'était peut-être la faiblesse d'Albert, mais il a su redonner au pays une monarchie stable. Et cela a marqué un moment fort dans les relations entre l'Allemagne et le Royaume-Uni. Quand on observe l'histoire de ces deux pays, on peut dire qu'au milieu du XIXe siècle, un Allemand a réalisé de grandes choses dans l'histoire britannique. Et c'est une réussite qui lui appartient à jamais. Sois charitable et fais-le savoir. La devise du prince Albert est une injonction essentielle pour la survie des monarchies. Pour un intellectuel comme Klaus von Amsberg, cette mission s'accompagne régulièrement d'une bonne dose d'autodérision. Lors de l'inauguration d'un nouvel établissement bancaire, il déclare « Je suis ici pour faire mon métier » et celui-ci consiste à couper des rubans lors de cérémonies d'inauguration. Sa fonction était un corset qui l'empêchait de valoriser ses compétences, comme il aurait pu le faire s'il avait fait carrière dans la diplomatie. Il devait sans cesse parler aux uns et aux autres et s'efforcer de recueillir leur approbation. Et il supportait très difficilement ce carcan de restrictions et d'interdits. Ça l'a déprimé, jusqu'à le rendre dépressif. Il était capable de beaucoup de choses et il voulait faire de grandes choses. Mais à chaque fois, on lui disait « Désolé, Votre Altesse, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Dans l'opinion, Klaus est de plus en plus souvent surnommé le prince triste. En 1982, le public apprend qu'il est soigné pour dépression. Pour nous, ça a été un choc. La famille royale a réagi avec honnêteté et n'y est pas allée par quatre chemins. La reine pensait que si les paparazzis découvraient le poteau rose, ce serait pire que tout. Ils ont clairement dit quel était le problème. Pour nous, ça a été un choc terrible, car nous l'aimions beaucoup. Il y a eu une grande vague de compassion en sa faveur. Au sujet de sa maladie, Klaus déclare « Cette maladie est différente d'une jambe cassée. Elle est plus profonde. Elle affecte votre pensée, votre personnalité, votre regard sur l'avenir, la famille et tout ce qui en découle. » En 1991, les médecins lui diagnostiquent la maladie de Parkinson. Klaus est connu pour ne pas hésiter à dire son opinion. Il se décrit lui-même comme un réaliste. Unser Leben spielt sich ab zwischen Licht und 24 Stunden eigentlich im Dienst zu sein. Wir sitzen in einem gläsernen Haus und die Leute, die so gerne wieder eine Monarchie einführen wollen, die haben ein Problem. Die müssten erstmal Leute finden, die das auch wirklich machen wollen. Honnête, non conventionnel, humble. Les Néerlandais apprécient le style du prince Klaus. Autrefois détesté et dénigré en raison de ses origines, Klaus devient l'Allemand préféré des Néerlandais. Un jour de 1987, à Amsterdam, un homme s'est approché de Klaus et lui a dit la chose suivante. « Monsieur Klaus, je faisais partie de ceux qui ont jeté des fumigènes sur votre cortège le jour de votre mariage. Si j'avais su le genre d'homme que vous êtes, je ne l'aurais pas fait. J'aimerais vous présenter mes excuses. » Je pense que cette confession a dû lui faire très plaisir. Le monde de l'économie lui témoigne aussi sa confiance en lui offrant des postes à responsabilité inhabituelle pour un prince consort. Il intègre ainsi le conseil de surveillance de la Banque centrale néerlandaise et celui de l'entreprise des postes et télécommunications. Même la gauche apprécie Klaus pour ses positions progressistes sur l'aide au développement. Il connaissait le monde. Son expérience, ses contacts internationaux étaient très importants. Il avait voyagé partout. Il avait des choses à dire. Dans tous les partis et dans les institutions où il a œuvré, tout le monde était très content. À l'occasion de ses 70 ans,
Le fonds Prince Claus est créé en son honneur pour promouvoir et récompenser des projets humanitaires et culturels dans les pays en voie de développement. Lors de la remise des prix de 1999, il laisse de côté le manuscrit de son discours pour une confession d'un genre très particulier. I owe so much to my wife. And I'm so happy you are here. And you cannot, ladies and gentlemen, imagine what I'm feeling. It's fabulous. Thank you, Beatrix. En dépit des difficultés liées à sa vie personnelle et à son rôle de prince consort, Claus n'a jamais laissé le moindre doute quant à sa loyauté envers son épouse et sa fonction de reine. Claus décède en 2002 à l'âge de 76 ans. Le peuple néerlandais partage le chagrin de sa reine. Au printemps 2013, le jour de son abdication, Béatrix jettera un dernier regard sur son passé. Des témoins l'entendront dire « L'histoire établira peut-être que le fait d'avoir choisi cet homme aura été la meilleure des décisions que j'ai prises. » Ils avaient une relation d'égal à égal, qui reposait sur le principe du partenariat. De par sa naissance, Béatrix était destinée à monter sur le trône, mais ils ont abordé cette fonction à deux, et ils l'ont assumée ensemble. Car si la monarchie est un travail d'équipe, un partenaire d'égal à égal est un atout précieux. Le succès des règnes d'Élisabeth et de Béatrix repose sur des mariages heureux et épanouis. Un prince consort est avant tout un homme de l'ombre. En dépit de nombreuses réticences, Philippe aura su devenir un rassembleur de son pays d'adoption et une icône de son temps. Malgré ou peut-être à cause de certaines déclarations qui ont fait sa notoriété. Un jour, il a salué le chancelier Helmut Kohl en lui disant « Bonjour, monsieur le chancelier du Reich ». C'est du Philippe tout craché. Personne d'autre n'aurait pu se permettre un tel affront. Le sarcasme du prince Philippe s'inscrit dans une tradition de théâtre typiquement britannique, connue depuis Shakespeare. C'est le célèbre comic relief, la pause comique. Dans une tragédie, le public a besoin d'une respiration grâce à un élément de divertissement. Dans le cadre du protocole de la cour et par rapport à Élisabeth, qui est souvent un peu rigide, Philippe a toujours été le comic relief, le bouffon de la reine. À l'occasion de ses noces d'or, la reine Élisabeth s'exprime publiquement sur son mariage avec Philippe. All too often, I fear Prince Philip has had to listen to me speaking. Frequently, we have discussed my intended speech beforehand. And as you will imagine, his views have been expressed in a forthright manner. He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years. And I and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know. Le public n'attend jamais rien de passionnant de la part d'un monarque constitutionnel, et encore moins de la part de son conjoint. C'est en cela que le prince Philippe a été un merveilleux contrepoids. Souvenez-vous du petit commentaire qu'il a fait à la reine après le couronnement qui avait émerveillé le monde entier. Elle sort de l'abbaye de Westminster, sa couronne sur la tête, et la première chose que Philippe lui dit, c'est « Où avez-vous trouvé ce chapeau ?» Voilà le genre de sortie typique de Philippe, et c'est délicieusement rafraîchissant. Quoi qu'il en soit, nous n'aurions pas pu soutenir la monarchie et la petite Lilibet à elle toute seule, aussi merveilleuse soit-elle. Le règne d'Élisabeth a été entaché de nombreux scandales, des affaires d'État, des relations amoureuses et des crises gouvernementales et familiales. Autant d'épreuves qui ont profondément marqué le prince Philippe.
Le prince Philippe a certainement dû être exaspéré par les derniers rebondissements au sein de la famille royale. Ça doit l'attrister profondément de voir son petit-fils, le prince Harry, quitter la vie royale et s'établir à l'étranger. Car si le duc d'Édimbourg croit en la monarchie, il est aussi un homme attaché à sa famille. Il doit être très affecté par ces événements. Philippe a toujours assumé loyalement son rôle de prince consort. Et en dépit de nombreuses difficultés, la reine a toujours pu compter sur son conjoint. Ce qui a été vraiment important au niveau de la monarchie en ce qui concerne Philippe, c'est qu'il était là. Ça peut paraître simple, mais le simple fait d'être là, il ne faut pas faire. Être suffit. Et en fait, en tant que figurant royal, parce que c'est vraiment ça, c'est un figurant royal, il est parfait, parce qu'il reste toujours droit comme un i, il est toujours très élégant, il est toujours d'ailleurs, même dans son grand âge, ça reste un bel homme, et en fait, du coup, il devient une figure indispensable. Et même si la constitution non écrite du Royaume-Uni ne lui donne aucun rôle officiel, Philippe n'a cessé de veiller au bon fonctionnement de ce binôme si particulier que constitue une reine et son prince consort, pour le bien de son épouse, de la monarchie et pour lui-même. La vie de prince consort n'est pas une sinécure. Mais Klaus, Philippe et Albert ont su en tirer le meilleur parti.